Antoine, choisis des jeux. Quoi? Parce que... Attends. Pour faire la vidéo. Ça va faire du bruit. Alors attends, parce qu'il y a quoi qui est sorti cette semaine? Sandbox, j'ai oublié Sandbox. Je sais que tu n'as pas 3 mains. Magic. Tu n'as pas 3 mains, Antoine. Ah ouais, attends. C'est bon, t'as trouvé l'option, Alex? Ouais, c'est bon, elle est très bien là. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Alors, salut Alex. Salut. On a des grosses cernes, on est super fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a été très sage, on a joué à du jeu de rôle, on a joué à Night jusqu'à 5h du matin. Yes. Résultat, on ricane bêtement, on a un peu le regard dans le vide. Vous avez eu un sketch d'intro un peu aléatoire. C'est pas grave, on est là, on est présent pour vous présenter les nouveautés de cette semaine. Et il y a plein de trucs sympas, notamment en fin de vidéo, vous allez pouvoir retrouver un focus sur le jeu Acropolis. Et on est très content de vous le présenter, donc restez, ça va être très sympa. En tout cas, on va commencer donc avec ces nouveautés par ici, avec For the Story, le casse de trop. Donc For the Story, c'est une gamme, désormais il y a 4 volumes. Il y a eu Pour l'arène, qui a très bien marché, qui a été suivi de Donjons et Siphons et Rituels. Et donc le nouveau volume s'appelle Le casse de trop. Ici on va être dans une ambiance film américain de casse, pensez Ocean's 11, Ocean's 12. C'est très tarantinesque dans l'ensemble, très Vincent Rodriguez. Et donc, que va-t-on faire dans ce jeu? Eh bien on va faire un casse. Alors vous allez avoir ici le butin. En fait le casse a été fait, mais on va un peu raconter comment il a été fait, hein. Et on va mettre ça en scène évidemment. On choisit un butin en début de partie, donc des cartes de butin il y en a plein, moi j'ai choisi. Nous avons déjoué le dispositif de sécurité d'un grand casino et nous sommes évadés avec plusieurs millions. J'ai pris du basique, il y a des trucs beaucoup plus originaux dans la boîte, il y a vraiment de quoi faire. On va choisir aussi chacun un personnage, donc en fait on a un casting comme ceci, vous voyez des personnages, il y en a plein. Ce sont des archétypes hein, très classiques qu'on va trouver dans ce genre de film et du coup dans ce genre de jeu, avec le hacker, l'as du volant, l'experte en démolition et le cerveau de l'opération pour cette partie. Donc bah voilà, là j'ai fait une petite mise en place pour 4 personnes. Ça va se jouer en 2 actes, donc on va préparer acte 1 qu'on va mettre sur acte 2 et sous l'acte 2 on va mettre cette carte là, le marché, qui va sonner l'événement de fin de partie. Sinon, pour l'ensemble, ça se joue comme le reste de la gamme For the Story, à savoir vous allez donc prendre la carte du dessus et vous allez lire ce qui est marqué. Là par exemple c'est mon tour et ça me dit « Le lieu dans lequel votre opération se déroulait a été le théâtre d'un événement que vous n'aviez pas prévu. À quel changement de dernière minute avez-vous dû procéder ?» Donc évidemment je vais incarner mon personnage, votre personnage il vient avec des atouts et des défauts, vous allez essayer de les mettre un petit peu en narration et puis vous allez donc répondre à la question. Ça vous dit en petit dessous, demande ensuite aux autres joueurs de te poser des questions avant de passer à la carte suivante. Les autres joueurs vont pouvoir rebondir sur ce qui a été dit. Ça peut être des questions un peu pièges, ça peut être des questions un petit peu sympas. À vous de voir comment l'ambiance va se dérouler autour de cette table, dans cette équipe. On le sait très bien, dans ce genre d'équipe de braqueurs, il y a des personnalités très fortes, tout le monde ne s'entend pas forcément, mais il y a aussi des clans à l'intérieur du clan, bref, il y a plein de choses à faire. Et puis donc, joueur suivant va aller piocher une carte, la carte suivante, et ainsi de suite. Alors, pourquoi il y a 2 actes? Eh bien en fait, le premier acte, vous allez narrer comment s'est passé le casse. Donc là, tant qu'à faire, on va essayer de se mettre en avant, on va essayer de rendre ça super classe. Voilà, pensez film à l'américaine tout simplement. 48 heures plus tard, on s'est fait coffrer par les flics. Tous. Et c'est pour ça qu'on passe donc à l'acte 2. Dans l'acte 2, vous allez passer un sale quart d'heure, hein, si je puis dire, puisque les forces de police vont vous poser tout un tas de questions. Ils vont vous poser des questions sur vous-même, sur le déroulement de votre opération, mais aussi sur les autres personnages. Vous allez pouvoir choisir de délivrer plus ou moins d'infos. Ça va être très important puisque à la fin, ils vont vous proposer un marché. Vous choisissez si vous allez vous dénoncer vous-même, si vous allez dénoncer un autre joueur ou si vous gardez le silence. Tout le monde va donc prendre une décision parmi ces 3 options, puis on va ouvrir cette enveloppe dernier acte, et suivant les décisions qui ont été prises, il va y avoir un événement de fin de partie. Alors moi je ne l'ai pas ouvert l'enveloppe, je me garde le suspense parce qu'on va y jouer, c'est très certain, j'adore ce genre de jeu narratif, et c'est vrai qu'ils avaient déjà fait ça dans Rituel, la petite carte événement de fin comme ceci en enveloppe, et si ça vous intéresse, vous la découvrez comme moi. Voilà donc pour le casse de trop, et je passe la main à Alice.
Il est l'heure du cours d'histoire, mes chers amis. En vrai, j'ai toujours rêvé d'être prof d'histoire, j'ai raté ma voie, c'est vrai. Et voici Chrony, voilà, un retour en stock de cette gamme, en vrai, c'est pas pour rien qu'on l'a mis à côté de Timeline, hein, c'est le frère un peu plus grand, mature de Timeline, avec des thèmes très variés, donc voilà, avec des thèmes plus sérieux, on pourrait dire. Voilà, vous avez Roi et Reine de France. Celui qui a énormément de succès, c'est les femmes célèbres, je sais. Il y a histoire de l'école, les grandes guerres, l'histoire des arts, littérature française, l'histoire du monde, et tout ça, en gros, le même principe que Timeline. Vous allez avoir des cartes avec des événements, hein, et vous allez devoir les reclasser par ordre chronologique, voilà, en intercalant vos cartes. Soit à gauche, c'est plutôt qu'une carte qui aura été mise au début comme repère, ou à droite plus tard, et quand vous le placez bien, vous avez le droit de vous en débarrasser, alors que si vous le placez mal, vous piochez une nouvelle carte. Le premier à s'être débarrassé de toutes ces cartes en main gagne. Voilà, donc ça c'était un petit retour en stock de toute la gamme qu'on nous demande vachement. Maintenant on va enchaîner sur un truc vachement moins intelligent, hein, quand même, le traquenard. J'enlève le petit sandbox. Le traquenard, c'est pas pour rien qu'il y a marqué 18+, c'est un jeu d'alcool. Hein. Hop, il y a un petit verre ici, c'est pas un petit verre de jus de citron, c'est un verre d'alcool. C'est de 3 à 8 joueurs, c'est vraiment un outil pour vous faire des gages, poser des questions gênantes et drôles pour vous faire rire et boire surtout. Donc voilà, chacun votre tour, en fait vous piochez une carte, vous la lisez à voix haute et vous appliquez ce qui a marqué dessus. Par exemple, voilà, vous défiez le joueur de son choix. Ah, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Voilà, le premier qui rit, il boit un cul sec. Il y en avait un que j'avais vu, c'était on s'assoit sur on met un balai entre nos jambes, on tourne sur soi-même 10 secondes avec la tête par terre, et si vous tanguez, vous buvez. Évidemment, plus vous buvez et plus ce sera difficile de tenir. Ouais. Voilà. Il y a plein de trucs aussi drôles. Par exemple, chacun notre tour, on dit la dernière série qu'on a regardée, et s'il y a un doublon, c'est 2 personnes ou c'est 3 personnes boivent aussi leur verre. Enfin voilà, vraiment des petites situations drôles, des petits gages, des petites questions pour endiabler vos soirées et autres apéros. On enchaîne avec un autre petit jeu de cartes. Hop, cache ton cache. On l'avait testé à Cannes avec son nom en VO, dont je ne me souviens même pas. Cover your assets. Ah, merci Alex, trop bien. Bon, cache ton cache, je trouve que c'est un très bon jeu de mots, donc bravo pour la traduction. Donc du coup, cache ton cache, c'est un petit jeu de cartes, un petit peu chafouin, hein, voilà, pour être poli. Vous allez vous voler de la thune parce que vous disputez un peu l'héritage des grands-parents. Voilà. Donc le but c'est d'avoir le plus de thunes possible. En fait, le premier, je crois, arrivé à 100 000 K. À gagner, et ça on va faire autant de manches qu'il faut pour que quelqu'un réussisse à accumuler assez de richesses pour arriver à cette somme. C'est très simple. En début de partie, vous aurez des cartes en main, normalement 5. Vous allez retrouver plein de richesses différentes, hein, voilà, la cabane dans les bois, l'avion personnel, le piano, le scooter, le train électrique, l'argenterie. Il y a même les bijoux de mémé. Voilà. Tous ont des valeurs différentes, hein. Vous voyez, le petit piano, il rapporte moins que le petit scooter, hein. Voilà, on s'en doute. Le but, c'est donc de faire des paires d'objets du même type, donc même couleur finalement. Donc à votre tour, c'est très simple. Soit vous créez une paire que vous mettez devant vous, soit vous défaussez une de vos cartes, soit vous allez essayer de voler chez quelqu'un l'asset. Donc c'est en fait le terme pour ces petits paquets. Vous voyez, je dois toujours faire 2 par 2. Si j'en rajoute un nouveau par-dessus, hop, je les sépare parce que les autres joueurs pourront piquer l'asset le plus en haut. Donc là, par exemple, on pourrait venir me voler cette paire de trains électriques. Donc pour aller voler quelqu'un, vous allez jouer. Donc on va remettre mon exemple qui était parfaitement bien maîtrisé. Hop là, moi j'ai envie d'aller voler chez ce joueur, ça tombe bien, hop là, j'ai un train électrique, je lui dis je te vole ton train électrique. Il peut défendre s'il a un train électrique dans sa main. Alors on va dire qu'il en avait un, hein. Voilà. Il fait non. Et donc l'autre, il peut décider de surenchérir et remettre un train électrique par-dessus s'il en avait une en main, enfin une carte en main.
Ou alors il en a plus, ou plutôt il préfère lâcher la grappe. Mais voilà, des fois on va insister jusqu'à ce qu'on se vide les mains mutuellement pour protéger son asset. Des fois ça ne vaut pas le coup, vous dites bon c'est bon je vais pas me vider de ma main pour un petit train électrique, j'ai encore des trucs vachement plus intéressants à jouer. Donc je le laisse récupérer mon asset, voilà. Et donc tout ce qui est en dessous est protégé et lui du coup il devient non protégé. Voilà, parce qu'on m'a volé celui du dessus. On va avoir des petits jokers qui sont les argenteries, voilà, qui remplacent n'importe quelle possession pour constituer un set, tout simplement. Le petit twist aussi, c'est que défausser, pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à avoir des paires dans votre main, parce qu'à la fin de chaque manche, vous repiochez autant qu'il faut pour avoir 5 cartes en main. Si à un moment, vous avez que des trucs tout disparates, vous allez forcément en défausser pour pouvoir essayer de piocher des trucs qui vont vous faire des paires de même couleur. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand il n'y a plus de pioche, on continue à jouer jusqu'à ce que plus personne n'ait plus rien en main. Et des fois, en fonction de ce que vous avez fait, de défausser ou pas, ou de surenchérir des vols, vous allez vous retrouver avec les mains vides avant les autres. Et là, par contre, ils peuvent quand même vous voler vos assets. Et ils vont vous piller au fur et à mesure, hop, et comme vous êtes pigeonné, tout déplumé, vous allez juste subir. Donc, il y a un tempo quand même à garder et à gérer de les dernières cartes, ne pas les jouer ou les défausser à mauvais escient. Voilà. Après, on additionne les assets qu'on a gagnés, et si ça fait 100 000, on est le grand gagnant de l'héritage familial. On enchaîne avec un plus gros morceau. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. Je viens vous présenter Almanach, la route du dragon, un jeu de Scott Ames, illustré par J.K. Davis. Alors, je vous donne le nombre de joueurs qui n'est pas inscrit sur la boîte, c'est assez particulier. Il n'est même pas marqué au dos. J'ai cherché l'information, donc du coup, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Des parties entre, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça va dépendre également du nombre de joueurs. Et c'est un jeu plutôt à partir de 12 ans. C'est un jeu qui est très chouette parce qu'il va reprendre une mécanique très simple de jeu de gestion de ressources, surtout de placement d'ouvriers. Mais c'est un jeu qui va avoir ce même matériel qu'on peut avoir dans Histoire de Peluche ou Aftermath. C'est-à-dire qu'en fait, votre plateau, c'est un plateau libre. Vous avez en tout 17 plateaux disponibles, mais dans une partie, vous n'en jouerez que 6. Vous avez un premier plateau qui est le plateau de base, sur lequel on va avoir des petites yourtes à moitié, des emplacements en fait, où on va placer nos ouvriers et récupérer des ressources. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez à chaque fois, vu qu'il y a 17 pages différentes, jouer dans différents plateaux qui vont s'enchaîner d'une certaine manière, parce qu'en fait, à la fin d'une partie, on va dire, sur un plateau, vous allez avoir des mises qui vont être faites et celui qui va remporter cette mise va choisir, en fait, va contrôler la caravane et la caravane va se déplacer à tel ou tel plateau. Ce qui fait que au début de la partie, vous commencez au même endroit, mais sur différentes parties, vous allez pouvoir prendre des embranchements différents et arriver sur des plateaux différents. Je rentre pas trop dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une interaction sur la mise, et notamment sur les différents combats qui vont aussi scénariser un peu le jeu, parce qu'en fait, c'est des cartes d'événements qui vont faire qu'il y a des choses qui vont arriver, et du coup, à ce moment-là, il va y avoir des contraintes particulières, notamment dans le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que chaque plateau vient avec ses règles, et donc parfois, pour gagner des ressources, il faut bien aligner ses meeples, se placer à tel endroit pour pouvoir se placer à tel autre, et pouvoir optimiser tout ça. Donc ça reste un jeu d'optimisation assez classique, gestion de ressources, placement d'ouvriers, mais son originalité vient à travers la rejouabilité qui est très grande, parce que 17 plateaux que vous faites de manière différente, à chaque fois vous enchaînez 6 différents, et notamment ce qui est très malin, c'est le fait en fait d'avoir ce côté scénarisé qui va apporter une dimension tout autre à plusieurs jeux de placement d'ouvriers, on pense notamment à l'âge de pierre. Voilà, j'ai à peu près dit, on va dire, les grosses mécaniques principales du jeu. Il y a ce petit côté qu'on pourrait faire en comparaison avec Welcome to the Moon, parce qu'effectivement vous avez les mêmes plateaux, vous allez pouvoir vivre plusieurs aventures avec des plateaux que vous connaissez déjà, mais la différence c'est que du coup vous jouez différemment sur des plateaux à chaque fois que vous découvrez ou non que vous rejouez, mais de différentes manières. À la fin, il y a 2 possibilités, vous arrivez soit sur des quais, soit sur un autre emplacement où vous allez pouvoir faire pareil des trocs de ressources. Donc bref, je ne rentre pas trop dans le détail sur les différents plateaux, à vous de les découvrir, mais c'est un jeu qui va avoir cette mécanique simple avec un petit côté narratif en fait qu'on ajoute à ça. Il me semble qu'il va y avoir d'autres jeux dans cette gamme-là qui vont s'ajouter en fait à l'Almanach, la route du dragon. Voilà pour ce jeu qui ne rentre pas malheureusement dans des cases. Ils ont fait une boîte très très grande, mais ça nous fait très plaisir de le recevoir par nos amis de chez Matago. Et maintenant, je laisse la place à Antoine. Kudo et là, un jeu de Bruno Catala, de Ludovic Maublanc pour 2 à 4 personnes.
partir de 7 ans, des parties d'environ 25 minutes, une demi-heure. Je vous en avais déjà parlé, vous allez pouvoir le retrouver dans une vidéo focus sur la chaîne où j'étais rentré un petit peu plus dans les détails des règles. Eh bien, je vais quand même vous en reparler rapidement. C'est un jeu de roll and fight, puisqu'on va jeter les dés et on va s'attaquer les uns les autres. C'est un jeu d'archerie dans sa thématique, puisque nous avons tous une fiche individuelle dans laquelle nous avons notre cible à nous, et nous avons nos 20 spectateurs. Alors comment est-ce qu'on gagne à Kyudo? Eh bien lorsque vous allez entièrement cocher toutes les petites cases de votre cible, si à ce moment-là vous êtes le joueur qui a le plus de spectateurs parmi tous les joueurs, vous gagnez immédiatement la partie. Mais si ce n'est pas moi qui ai le plus de spectateurs, eh bien il va falloir faire fuir les spectateurs des autres joueurs. Pour ça, je vais à nouveau tirer dans ma cible. Suivant à quel endroit je vais tirer dans ma cible, ça va faire fuir plus ou moins de spectateurs. Évidemment, plus je vais tirer dans le centre de la cible et plus ça va faire fuir de spectateurs. Vous voyez ici, quand je mets en plein dans le mille, ça fait fuir 3 spectateurs chez tous les autres joueurs parce que je suis tellement impressionnant que les autres spectateurs ils se disent bah c'est nul, en fait on le supporte plus du tout. Donc voilà en gros l'idée, et puis à partir du moment où vous allez à nouveau avoir le plus de spectateurs autour de la table, c'est vous qui gagnez la partie. Alors comment est-ce que ça se joue concrètement? Eh bien 4 dés, quand c'est mon tour, je jette les 4 dés. Alors je les jette là, mais il y a une magnifique piste de dés. Je reviens sur tout le matériel à la fin parce que le matériel est fou. Des dés de 5 couleurs, puisqu'il y a 5 couleurs dans le jeu, et nous avons la petite face flèche. Je vais avoir droit donc à un lancer, puis à 2 éventuelles relances, puis je valide. Ça va me permettre de faire des combinaisons de flèches et couleurs pour aller justement mettre des flèches dans les cercles correspondants sur ma cible. Donc par exemple ici une flèche dans le orange, mais je pourrais également valider des combinaisons de couleurs, comme par exemple ici je fais un double vert, il faut faire au moins 2 de la même couleur pour valider, ce qui va me permettre ici d'aller faire des coches dans les drapeaux des coups exceptionnels. Et en fait je vais aller faire des coches, bien, vous voyez ici nous avons les 5 couleurs dans chacun des drapeaux. Lorsque je complète un angle d'un drapeau, vous voyez ils ont des angles avec un différent nombre de cases, je vais faire le pouvoir. Ça peut être des pouvoirs immédiats comme par exemple le gris et le bleu qui me permettent d'aller faire des coches là où ça m'intéresse. Alors des coches uniquement sur des cases vides, ça ne me permettra pas de faire fuir les autres joueurs si j'ai déjà complété cette couleur. Il y aura des jetons sinon qui vont me permettre, des drapeaux qui vont me permettre d'aller récupérer des jetons, des jolis jetons en plexiglas. Ces jetons, je vais pouvoir les dépenser immédiatement ou plus tard dans le jeu pour faire différents effets. Vous avez celui-ci qui va me permettre de faire fuir plus de spectateurs chez les adversaires. Vous avez celui-ci qui va me protéger d'une fuite de spectateurs. Et vous avez celui-ci que je vais pouvoir dépenser pour placer un dé de mon choix sur la face de mon choix, tout simplement. Avec ces dés, on va pouvoir faire d'autres choses. On va pouvoir faire une combinaison de 4 flèches. Combinaison de 4 flèches qui me permet de faire fuir immédiatement des spectateurs chez mes adversaires, peu importe que j'ai rempli des couleurs ou pas dans ma cible. Ou alors une combinaison de 4 couleurs différentes, et bien ça va être très intéressant aussi, puisque ça va me permettre de faire le pouvoir de mon personnage. Des personnages, il y en a 4, on va pouvoir soit les choisir, soit se les répartir aléatoirement en début de partie. Ils sont asymétriques, il y a donc 4 personnages avec 4 pouvoirs différents. Et de magnifiques illustrations de Camille aussi d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit, mais il faut le dire quand même. Les pouvoirs donc sont bien pensés parce qu'ils sont vraiment très asymétriques. Ils fonctionnent de manière très différente, on les déclenche pas à chaque fois. Il y a même des parties où vous déclencherez pas du tout le pouvoir, mais quand vous le déclenchez, ça peut être un petit peu game changer. Mais ceci dit, il faut prendre le risque de faire les 4 couleurs différentes ou d'y arriver sur un coup de chance, ça peut arriver, ça reste un jeu 2D. Donc voilà en gros comment on joue à Kyudo. J'avais dit que je revenais sur le travail éditorial, oui il faut le faire, c'est un jeu offline édition. Offline édition, nous à la boutique, on commande les pistes de dés chez eux parce que ce sont des pistes de dés d'excellente qualité. Dans la boîte de jeu vous avez une piste de dés. Mieux que ça, vous avez une piste de dés numérotée. Ça c'est vraiment génial, voilà elle est unique. Avec aussi les petits symboles au centre qui vont être uniques, pour le coup elle est unique visuellement aussi. Vous avez ces dés. Là, ça ne se voit pas à la caméra, qui sont légèrement texturés. C'est détail, mais en vrai, c'est très agréable de les manipuler. Vous allez avoir donc les petits jetons, vous les avez vus en plexiglas. C'est pas du petit jeton de punch, c'est du beau jeton en plexiglas. Et ces belles cartes, qui ont la petite sleeve. Alors la petite sleeve, les cartes, vous n'allez pas les mélanger, soyons d'accord. Vous n'allez pas les abîmer en les mélangeant, mais vous allez peut-être pouvoir les abîmer autrement. Non, vous ne les abîmerez pas parce qu'elles sont fournies avec les petites sleeves. Et pour terminer, le petit sachet en tissu pour aller jeter. Non, on ne jette pas le matériel, on le range le matériel pour mettre les petits jetons, pour mettre les dés. Bref, travail éditorial au top. Sur un petit jeu d'affrontement qui marchera déjà bien à 2, mais très honnêtement, Kyudo, ça va prendre tout son sens à 3-4 joueurs parce qu'il va y avoir beaucoup d'interactions. Et les tours des autres joueurs vont être très intéressants. On va vraiment surveiller les tours des autres joueurs. Et clairement, vous n'allez pas vous endormir quand c'est pas votre tour, vous allez vraiment regarder ce qui se passe. Voilà donc pour Kyudo, et je repasse la main par là-bas à Alex qui m'attend sagement. Coucou. Bonjour,
je vais vous présenter Marie. Je l'ai bien fait, hein. Magnifique. Je fais bien le robot. C'est magnifique. Marie, du coup, c'est un jeu pour un joueur uniquement. C'est vraiment les jeux catégorie solo. Ça, c'est plutôt à partir de 10 ans. C'est du jeu casse-tête, en fait, plutôt à programmation. En gros, vous allez avoir une petite histoire qui est racontée à travers le déplacement de Marie, qui est un robot qui travaille dans une usine, en fait. Et elle aura un plateau qui va être représenté, en fait, sous forme de carte. Et vous allez avoir un déplacement, un cheminement, en fait, un petit chemin comme ça à parcourir. Et ce chemin-là sera uniquement parcouru à travers des tuiles qui seront programmées. Ce sont chacune des tuiles d'action. Donc, il y a des actions qui vont déplacer Marie d'une case, de 2 cases, qui font refaire la première action, qui vous font faire des pauses, qui vous font pivoter Marie, vous faire des quarts ou des demi-tours. Et c'est hyper important parce que vous devez les placer, comme c'est indiqué au dos de la boîte, d'une certaine manière, de façon à ce que quand vous sélectionnez toutes les actions dans l'ordre, Marie puisse arriver en une seule fois à l'emplacement indiqué. Donc elle part du point A jusqu'au point B. À vous de programmer judicieusement les différentes actions de façon à ce qu'elle puisse arriver au point d'arrivée. Donc en fait, à chaque fois, vous allez progresser dans différents niveaux. Alors je ne sais plus exactement combien il y a de niveaux, mais il y en a un paquet. Ils mettent de 5 à 30 minutes, évidemment, le temps de jeu. Le temps de jeu, il varie en fonction de votre réflexion. 20. Ils disent 20 20, cartes. ok. Donc il y a 20 cartes, mais je crois qu'il me semble, voilà, elles sont recto verso de mémoire, Ouais. c'est marqué dessus. Vous avez du coup 20 cartes de niveaux, effectivement, qui sont recto verso, donc en tout 40 niveaux. Et à chaque fois, vous allez progresser dans ces différents niveaux. Toujours pareil, dans ce côté de programmation, très maligne, parce que même sur le premier niveau, même nous, on était déjà bien bloqués. C'est Parce qu'en clair. fait, une fois qu'on a compris le mécanisme et la résolution des différentes cases, là, ça devient intéressant. Et petit à petit, il y a des tuiles qui se rajoutent, des nouvelles actions. Donc au fur et à mesure, ça devient de plus en plus complexe. Donc 40 défis à réaliser, ça fait une bonne partie quand même, parce que je vois pas comment on peut calculer le temps de jeu là-dessus. Enfin voilà, si vous cherchez un jeu pour jouer seul, où vous allez jouer un robot qui travaille et qui déplace des caisses dans une usine, eh bien vous pouvez y aller parce que Marie est disponible. C'est un jeu de Johan Krenner ou Juanes Krenner, je sais pas comment on dit, et c'est édité chez Lifestyle, distribué par BlackRock. Et c'est donc Antoine qui prend la suite. On continue avec du jeu solo. Cette semaine, on vous propose Maki et son extension. Maki donc est un jeu solo, mais c'est ce genre de jeu solo où ça se y prêtera très bien de jouer à plus nombreux. Alors pas trop nombreux, 3 maximum, mais je pense que, eh bien, il peut très bien se jouer à 2. Je pense que ça peut être très agréable à 2. On va s'entraider, on va le jouer en coop, tout simplement. Mais c'est quand même un jeu qui est pensé pour le solo. Juste avant, je vous ai présenté Q2, je vous ai dit qu'il y a un très beau travail éditorial. Je reviendrai là-dessus aussi sur celui-ci parce que franchement, j'ai été bluffé. Comment se joue Maki et quelle est sa thématique? Eh bien la thématique c'est celle de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément de la résistance. Nous allons jouer des résistants et à chaque partie nous allons avoir 15 jours pour réaliser 2 missions. Ces missions, il y en a plein comme vous le voyez, avec des niveaux de difficulté différents qui correspondent au nombre de petites étoiles dessinées dessus. À chaque partie vous allez en sélectionner 2, soit au hasard, soit vous les sélectionnez. Il faudra les réaliser avant les 15 jours qui correspondent donc à 15 tours, sinon vous perdez la partie. Il faudra aussi faire en sorte que votre morale qui est sur cette petite piste ne tombe pas à 0. C'est aussi l'autre moyen de perdre la partie. Et dernier moyen de perdre la partie, oui parce qu'il y en a beaucoup, c'est de perdre tous vos résistants. Plus de résistants, plus de résistance. Donc 3 moyens de perdre la partie en gros, contre un seul moyen de gagner. Je vous explique rapidement comment ça se joue. Nous avons donc ce plateau qui représente la ville. Nous commençons dans notre planque avec 3 résistants. Vous voyez qu'au café, il y a 2 résistants qui m'attendent, on va pouvoir les recruter plus tard. Ça peut être utile, ça permettra de faire plus de mouvements et surtout, malheureusement, vos résistants risquent de se faire arrêter. Donc il va falloir les remplacer, forcément. À chaque tour, vous allez tout simplement prendre l'un de vos résistants et l'envoyer sur un endroit. À ce niveau-là, ça ressemble un petit peu à un jeu de poste d'ouvrier. Alors, ça peut être un endroit où je vais l'envoyer pour faire l'effet du lieu. Vous voyez, par exemple, à l'épicerie, je vais récupérer de la nourriture, aussi simple que ça. Ou, par exemple, à la tour de radio, je pourrais, par exemple, faire un largage de vivres. Alors, ça peut être des armes, de l'argent, de la nourriture. Bref, je vais poser un personnage. Admettons d'abord un personnage à l'épicerie. Puis, je vais tirer une carte de patrouille. Je vais regarder dans l'ordre, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'épicerie? Oui, il y a déjà un de mes personnages à l'épicerie. Donc je passe au suivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un au pont du Nord? Non. Eh bien, je vais mettre une patrouille au pont du Nord. Puis, je vais donc placer mon autre personnage. J'avais bien envie de l'envoyer à la radio. Je l'envoie à la radio. Je vais tirer une autre carte qui me dit, y a-t-il un personnage au pont L'Évêque? Non. Et bien alors, je mets une patrouille. Et puis, j'ai 3 personnages. Alors, on va jouer jusqu'au bout. Je vais mettre ici mon personnage qui va me permettre de... Et bien, je vais l'envoyer au café. Il va me permettre, contre de la nourriture, d'aller recruter un personnage. Et puis, je vais recruter une 3e patrouille. Alors là, il va aller directement à la radio B. Non. L'épicerie, non. Le marché noir, oui. Le marché noir, oui, il va aller au marché noir. Alors là, on l'a échappé belle. Je vous explique pourquoi. Parce que
il pouvait pas aller à la radio B. Il pouvait pas aller à l'épicerie, parce qu'il y avait déjà des personnages dessus. S'il n'avait pas pu aller au marché noir, là, on allait procéder à une arrestation. Et donc, on allait remonter et on allait arrêter le résistant qui était à la radio B. Et ça fait très mal parce que non seulement je ne ferai pas l'action, mais en plus j'ai un personnage en moins. Il vous dit, dans les règles, le personnage, vous le prenez, vous le mettez dans la boîte. Il ne reviendra jamais. Donc faites très 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 attention à vos résistants. Donc voilà un petit peu comment est-ce que la milice va apparaître sur le plateau et comment elle peut vous bloquer des personnages. Mais là je crie victoire parce que je me dis oui, lui, super, il est sauvé. Eh bien non, il n'est pas sauvé. Regardez, il y a des petits chemins qui mènent à votre planque. Ce personnage-là, à la radio B, il ne peut pas retourner à la planque. Ici, ça l'emmène à la milice, et ici, ça l'emmène à la milice aussi. Donc finalement, il va se faire arrêter aussi. Alors il y a deux moyens de s'en sortir. Premier moyen de s'en sortir, si vous avez réussi à créer des faux papiers. Parmi toutes les actions disponibles dans le jeu, vous allez par exemple pouvoir faire des faux papiers. Vous allez dépenser donc des faux papiers, et ça vous permet de passer la milice sans problème et rentrer à la maison. Alors le faux papier, il est dépensé. Vous allez pouvoir choisir aussi, grâce à vos armes, de tirer sur la milice. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus dangereux puisque, il va y avoir des conséquences, notamment, les soldats qui vont arriver. Les soldats, ils vont remplacer de la milice, mais eux, on ne peut pas leur tirer dessus. Ils sont entraînés, ils vous tireront dessus avant, donc ça rigole pas du tout avec les soldats. Donc vous voyez qu'on va pouvoir s'en sortir, mais il y a un niveau de danger qui va augmenter petit à petit. Les armes étant un petit peu plus faciles à avoir que les faux papiers, on aura tendance à peut-être faire plus souvent ça avec les armes. C'est à vous de voir, il y a une gestion de risque en fait dans Maki, c'est très 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 thématique. En tout cas, pour les personnages qui vont arriver à s'en sortir, ils vont récupérer les éléments, donc là je vais pouvoir récupérer de la nourriture, là je vais pouvoir recruter de nouveaux personnages. Ça, ce sont pour les actions basiques. Mais il y a des actions qui vont être liées à vos missions. On voit ici que j'ai une mission qui s'appelle le jour de parade de la milice. Eh bien, il va falloir que je récupère des armes, et avec ces armes, que j'aille mettre le bazar lors du jour de la parade. Ce jour de la parade, il est indiqué, alors c'est en tout petit le texte, mais il est indiqué que certains jours, je pourrais y aller. Les autres jours, il n'y aura pas la parade. En plus, quand il y a la parade, ça bloque des ruelles, donc ça s'anticipe aussi. Et l'autre, la maison de l'officier, on va devoir aller à certains endroits pour aller faire des tags. Et donc en fait ce sont des petits cubes d'objectifs comme ceci. À chaque fois que je vais à un endroit qui est dans la liste, il y a 3 endroits ici, la rue du Barada, le pont Lévesque et le pont du Nord, je vais pouvoir mettre 3 tags. Lorsque j'aurai mis les 3 tags, je vais valider cette mission. Des missions évidemment elles sont très très différentes, là elles sont assez basiques parce qu'elles utilisent des mécanismes de jeu qui sont déjà proposés sur le plateau, mais il y en a certaines qui vont proposer de nouveaux mécanismes de jeu. En plus de ça, nous avons le moral qui va baisser à chaque tour. Alors le moral, en fait, c'est lui qui va déterminer combien vous allez tirer de personnages de patrouille à chaque tour. S'il arrive à 0, vous perdez. Ici, on va gérer les soldats. Combien est-ce qu'il y aura de soldats qui vont arriver à chaque tour, sachant que les soldats, ça fait aussi baisser le moral, donc ça craint. Et pour terminer, il y a des lieux bien spécifiques qui sont les locaux. Vous voyez, local. Et bien en fait, c'est un plateau double couche. Je ne sais pas si on le voit ici, mais ça c'est très bien parce que des fois, on tape avec son pied et ça bouge et on ne sait plus à combien on en était. Là, ça n'arrivera pas. Et bien ici, on va pouvoir aller dans les locaux, mettre de nouveaux éléments. L'informateur, le faux monnayeur, le contrebandier, le laboratoire, le partisan. Le partisan va être très intéressant parce qu'il va permettre de faire remonter le moral. Et donc, en fait, on va pouvoir se créer de nouvelles opportunités. Voilà donc pour Maki, un jeu assez minimaliste, vous voyez la boîte elle n'est pas très très grosse, je trouve qu'il est extrêmement complet, la diversité des missions font qu'il y a une rejouabilité monstrueuse, je pense que rien que ces 2 missions qui sont celles conseillées pour la première partie, on peut les faire et les refaire, ça va pas être facile, on va pas y arriver à chaque fois. Et il y a en plus de ça, la petite extension qui arrive immédiatement avec, qui va rajouter 2 nouvelles missions, qui va rajouter 2 nouvelles mécaniques de jeu pour encore plus de rejouabilité. J'avais dit que je parlerais rapidement du travail éditorial, écoutez-moi le bruit de ces cartes. Elles sont hyper épaisses, ça fait longtemps que j'avais pas vu des grosses cartes bien épaisses comme ça fait très plaisir, nous avons plateau double couche ici, plateau double couche ici, un joli travail éditorial pour un jeu solo. Hey! Je vous avais pas parlé de Reforce, enfin pas de Reforce évidemment, mais de son extension. Reforce c'est un jeu très très bien qui va reprendre cette mécanique de un peu on va dire shoten toten, c'est-à-dire qu'en fait vous devez contrôler des failles et en fait vous utilisez des éléments pour pouvoir les contrôler avec différentes valeurs. Je rentre pas trop dans le détail mais ce qui est très cool c'est le nombre de c'est le nombre de combinaisons, parce que vous avez 10 guildes à chaque fois, et vous allez en sectionner que 3, et c'est les couleurs de guildes qui vous indiquent le nombre de couleurs d'élémentaires que vous allez récupérer. Donc ça crée des combos différents, parce que chaque guilde apporte son pouvoir par rapport aux différentes cartes, du déplacement, de l'immobilisation, de la suppression de cartes, bref, c'est très très cool. Et donc son extension ici, donc Reforced Beyond, elle rajoute déjà donc 8 guildes supplémentaires, donc ça c'est très très cool, ça va encore augmenter le nombre de combinaisons possibles, donc la rejouabilité, les différents combos également.
Autre mode très cool, pareil, quand vous êtes seul chez vous et que vous voulez jouer à Reforce, vous pouvez, parce qu'il y a un mode solo qui est inclus dedans. Et l'autre particularité, c'est qu'on peut maintenant jouer à plusieurs. On peut faire du 2 contre 1, on peut faire du 2 contre 2. Et voilà, on peut jouer à plusieurs, donc c'est très cool. Maintenant, vous avez Reforce ainsi que son extension de disponible à la boutique. Et on passe de l'autre côté avec Alice. Et recoucou. Alors là, je suis là pour la petite nouveauté de chez les enfants. Vous voyez, il y avait déjà eu Detective, les 2 premières boîtes qui étaient sorties en même temps, les Detective Family. Eh bien, il y a une 3e boîte qui vient de sortir avec un nouveau thème qui est triche à la course. En gros, il y a 3 animaux de la forêt qui sont arrivés en même temps à l'arrivée. Mais apparemment, il y en a 2 sur 3 qui ont triché. Donc, il va falloir trouver qui sont les tricheurs et qui est du coup le vrai vainqueur. Detective, petit rappel de ce que c'est un petit jeu d'enquête coopératif où vous allez piocher des cartes qui d'un côté ont des morceaux d'un paysage complet que vous allez devoir compléter, reconstituer, et de l'autre côté vous allez avoir des informations données souvent par des témoins ou des animaux qui étaient là à ce moment-là, qui disent des trucs plus ou moins intéressants, parce que des fois il y en a un qui va dire « Oh là là, ce matin je me suis levé un peu trop tard et ma chaussette était pas sèche. » Super. Voilà, je sais pas si ça peut aider, peut-être que ça peut aider dans l'enquête. Et justement, c'est chacun choisit une carte, la lit dans sa tête. Enfin non, il en choisit 2, voilà. Oui. Et il les lit, les 2, secrètement, et il va en choisir une des 2 qui défausse et l'autre qui va mettre justement dans le paysage parce qu'il a jugé qu'elle était plus intéressante que l'autre. On n'a pas le droit de lire les cartes qu'on a balancées et le joueur n'a pas le droit non plus de dire ce qu'il y avait sur l'autre carte. Et voilà, il peut juste dire moi je trouve que c'est celle-là la plus intéressante. Et donc normalement au fur et à mesure vous allez reconstituer le paysage avec normalement les cartes les plus intéressantes qui vous donneront les réponses à l'enquête. Ouais, donc en fait il y a une info secrète et une info partagée. Ouais, c'est ça. L'info secrète, souvent, alors soit on n'a pas de chance et on a tiré 2 cartes qui sont utiles, oui, mais c'est très rare, soit on a une carte qui sert à rien et une carte qui est intéressante. Tant et mieux. Des fois, on n'arrive pas trop à savoir, parce que peut-être que justement, l'histoire de la chaussette qui était pas sèche, ça pouvait expliquer pourquoi il y en avait un des 2 qui a triché, enfin, que sais-je. Voilà, détective. Viens, on va marcher comme des gens normaux, jusqu'à derrière le comptoir pour... Voilà. Pour les petits, donc derrière le comptoir, on va avoir du Pokémon avec des boosters. Ça, c'est la nouvelle édition. C'est ça, de Astre Radieux. Astre Radieux. C'est souvent sur les étoiles quand même. Oui. Les Tripacks. Evoli et Nymphalie. Voilà. Et Pokémon, c'est bon. Oui, tu dois avoir 2 extensions normalement de talisman. Ouais, attends. Il me presse. Oh là là, j'ai mon collier qui est coincé dans le micro. Hop, l'étoile du soir dans le micro. C'est parti. X-Wing, la famille. Alors attends, c'est pas la même ambiance. Hop là, on dégage le truc. Voici, et le 3e vaisseau. Voilà. Yes. C'est un nouveau ça, je croyais qu'on avait déjà eu le vaisseau de Boba. Non, Razor Crest, il me semble que c'est pas le vaisseau de Boba, ça. Ah bon? Ben non, c'est pas le vaisseau de Boba. Là, alors attention, tous les fans de Star Wars viennent pour venir m'assassiner à partir de demain. Mon Dieu. La force n'est pas puissante chez toi. Non, pas du tout. Oui, et donc, talisman. Tout à fait. 2 extensions pour la réédition de Talisman. On a donc une dimension un peu parallèle magique qui vient de réapparaître dans le monde, qui sont les royaumes sylvestres, où dedans vous avez le roi Oberon et la reine Titania, des êtres magiques immortels et omnipotents, qui sont là, qui font très très peur, et en même temps la forêt est pleine de merveilles et de très très dangereux dangers. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Donc vous, valeureux héros, vous en avez d'ailleurs 5 nouveaux, des héros et un plateau avec une centaine de cartes ajoutées pour explorer ce nouveau plateau qu'est le royaume sylvestre. On a la même chose avec la cité, mais c'est quand même une autre ambiance que le royaume sylvestre. La cité, vous allez découvrir et parcourir les rues d'une cité totalement cosmopolite où vous aurez des artisans, des marchands, des commerçants, des voleurs, des assassins très sûrement, parce que c'est la ville. Et cette fois, vous aurez 6 nouveaux personnages avec, comme toujours, le plateau qui s'ajoute et une centaine de nouvelles cartes. Voilà, des nouvelles extensions et aventures pour Royaume Sylvestre. Je pense que cette vidéo est terminée. On espère ne rien avoir oublié. Il y a des nouveautés qui normalement devraient arriver
pendant que vous regardez cette vidéo, qui ont eu un peu de retard, je pense, à cause du jour férié. Après, vous les verrez sur Insta, et sinon, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Là, je vous laisse avec Alex et Antoine pour Acropolis. Et bienvenue à tous dans ce focus sur Acropolis, un jeu de Jules Messot illustré par Pauline Détraz, un jeu pour 2 à 4 personnes pour des parties d'environ une demi-heure et à partir de 8 ans. Donc Acropolis, eh bien c'est un jeu que je t'ai fait découvrir à toi Alex, que l'on a découvert au festival Alchimie du jeu. En fait moi je l'avais déjà vu un petit peu avant aux journées pro Gigamic. Déjà j'avais dit ça sent bon, et puis effectivement on a fait la première partie ensemble là-bas à Alchimie du jeu et on y a rejoué ce soir et effectivement c'est très très bon et c'est pour ça qu'on a envie de vous en parler dans ce focus. Un coucou à Jules Messot qu'on a rencontré à Alchimie du jeu, l'auteur du jeu, et qui est fort sympathique. Donc dans Acropolis, qu'allons-nous faire? Eh bien Acropolis c'est un jeu de poste de tuiles, d'optimisation dans lequel nous allons récupérer des tuiles et nous allons les placer afin de construire notre ville antique dans la Grèce antique a priori. Bien sûr. Voilà en gros. Et comment est-ce que ça fonctionne un tour de jeu, Alex? Un tour de jeu, c'est très très simple. En fait, vous avez juste à récupérer. Donc au début de la partie, on commence avec ce genre de petites tuiles là. Vous voyez, hein, comme ça. Tuile de départ, classique. Voilà, tuile de départ, autour duquel on va agencer plein de tuiles. Et du coup, à son tour de jeu, donc en commençant par le premier joueur qui a ce petit jeton qui est très joli, qui est le chef du coup de chantier, il va commencer à en choisir une parmi ici les 4 visibles. Donc en fait, en fonction du nombre de joueurs, ça change. Si vous êtes 2, vous en mettez nombre de joueurs toujours plus 2. Donc forcément à 4, il y en a 6. Le premier joueur en choisit une et il va la placer du coup autour de son Acropolis en fait. Et en fonction de comment il a agencé tout ça, en fonction des couleurs de bâtiment, ça va vous faire des points de victoire. En fait, la prise n'est pas, on va dire, gratuite. Du moins, la première, elle est gratuite. Toutes les autres tuiles, en fait, vont coûter en fait un nombre de pierres égal au nombre de tuiles qui la précèdent. Donc, si je prends la dernière ici, elle va me coûter 3 pierres. Les pierres, c'est une sorte de ressource qui vous permet justement d'acheter des tuiles, notamment les plus éloignées, et vous allez pouvoir les acquérir lorsque vous allez recouvrir des tuiles. Mais là, du coup, je te passe plutôt la main pour que tu expliques un petit peu le système de jeu, comment on marque les points. Ok, donc chaque tuile va avoir 3 éléments en gros différents, peut posséder 3 éléments différents. L'un des éléments existants, c'est les carrières. Lorsqu'on va les recouvrir, effectivement, on va gagner des pierres qui permet d'acheter plus facilement d'autres tuiles. Ça va être important d'avoir tout le temps de la pierre sous la main pour pas vous faire souffler les tuiles qui pourraient vous intéresser ou même des fois bloquer les adversaires. C'est un jeu de blocage aussi, hein, comme la plupart des jeux d'optimisation. Vous allez avoir les quartiers. Alors les quartiers peuvent être composés de différentes couleurs qui vont correspondre à différents types de bâtiments qui vont vous faire gagner des points de manière différente que je vais détailler juste après. Et pour terminer, vous avez les places. Et les places, en fait, ce sont des multiplicateurs de points. Donc par exemple ici, une place violette qui vous donne 2 petites étoiles pour faire du multiplicateur sur le violet. Les différents types de bâtiments que l'on pourra trouver sont en bleu les résidences. Le bleu, eh bien en fait il va falloir faire le quartier résidentiel le plus grand possible. On va simplement regarder votre suite de bleu la plus grande possible de quartiers. Alors on ne regarde pas les places. Les places elles peuvent être situées n'importe où dans le jeu et vous font des multiplicateurs tant qu'elles sont présentes dans votre acropole. Par contre, eh bien ici il faudra faire une suite de bleu le plus longue possible. On va gagner 1 point par case bleue, par lieu résidentiel. Attention, on vous l'a expliqué, on va pouvoir jouer en hauteur. Empiler des hauteurs de bâtiments, et en fait ça va doubler quand vous êtes au niveau 2, voire tripler quand vous êtes au niveau 3, etc. C'est vrai qu'on le fait très rarement. Non, nous on est nuls, on est content quand on est à l'étage 2, mais voilà, ça se réfléchit. C'est très intéressant. Vous avez le jaune, ce sont les marchés, il va falloir les isoler. Si vous mettez 2 jaunes à la suite, à côté de l'un de l'autre, ils s'annulent tout simplement. Vous avez les militaires, les rouges, ils doivent être en bordure, ils doivent être en périphérie de votre acropole, de votre ville, pour pouvoir la défendre. C'est très thématique, très thématique. Vous avez les temples en violet, ils doivent être entourés. Il faut qu'il y ait des bâtiments autour. Ça peut être un autre temple, hein, parmi les bâtiments qu'il y aura autour. Ce n'est pas bloquant, il faut en tout cas qu'ils ne soient pas sur le rebord, comme par exemple les garnisons. Et pour terminer, vous avez les jardins. Les jardins, vous les mettez n'importe où. Ça vous fera des points avec vos multiplicateurs. Les multiplicateurs sont par contre beaucoup plus rares, mais ils multiplient beaucoup plus. Donc, bien sûr. Les jardins peuvent être intéressants, mais quand on se lance dans du jardin, il va falloir continuer, parce que si vous faites les choses à moitié, ça va pas être très intéressant de se lancer dans le jardin. Et donc, comme on vous l'a dit, les carrières, quand vous les recouvrez, c'est comme ça que vous allez gagner des pierres. Donc, est-ce que je recouvre des carrières pour gagner des pierres et avoir plus d'options de jeu, ou est-ce que plutôt à la place, je vais mettre des bâtiments au niveau 2, 3 pour avoir des multiplicateurs de points? Ça va être des dilemmes constants, des petits dilemmes qu'il va falloir prendre en compte. Voilà en gros la manière dont ça se joue. En vrai, en termes de règles, c'est un 8 ans et plus. C'est un jeu familial. Et ça fait partie de ces jeux où il y a peu de règles, mais une grosse profondeur de jeu. C'est un jeu qui, je pense, peut convenir à des joueurs en public familial, en fait, tout simplement. On est sur la même cible que, je dirais, King Domino, Talouva, Carcassonne, peut-être. Ce genre de jeu. C'est un peu plus poussé, en sachant que du coup, vous avez une autre manière de marquer les points, qui est une sorte de variante un peu plus experte. Exactement. Je vais te montrer ça, voilà.
Ça, c'est un détail de points en fait qui va se trouver au verso de votre détail de points classique. Et en fait, là, il y a plein de subtilités. Tous les bâtiments vont scorer ou du moins vont doubler les points en fonction de certaines conditions qui sont C'est ça. chauds quand même à faire. Oui, à pas mettre dans toutes les mains, mais du coup c'est une sorte de mode expert en quelque sorte, ce qui fait que quand vous pensez que le jeu est trop facile pour vous, alors attention parce que franchement c'est de la bonne optimisation, mais voilà, si vous avez envie de corser un petit peu tout ça, vous rajoutez la variante expert et pour chaque type de bâtiment, elle va rajouter une condition qui va doubler les points si vous l'atteignez. Les conditions sont très difficiles, donc quand vous vous lancez dans une réalisation d'une de ces conditions, vous prenez des risques aussi parce que vous allez peut-être détruire autre chose dans votre plateau de jeu puisque le plateau de jeu évolue constamment, donc ça va rendre le jeu beaucoup plus expert et c'est pour ça que je pense que c'est aussi un jeu qui va s'adresser aux joueurs beaucoup plus chevronnés et qui ont envie de choses un petit peu plus costauds. Je reviens juste sur la thématique, parce que pour le coup, là, on se dit, wow, c'est un jeu abstrait, et puis on ajoute des tuiles, mais en fait, c'est hyper bien thématisé dans le scoring des bâtiments, et surtout, comme tout bon jeu d'optimisation, comme ça, de création de villes, en fait, ça vous crée à la fin vraiment une ville qui raconte une histoire, et ça se dessine très très bien sur le plateau, donc je trouve ça vraiment super cool. Enfin, c'est pas évident, je trouve, d'avoir des fois des bonnes mécaniques, et de se dire, mais est-ce qu'il y a un thème qui peut raconter une histoire dessus? Là, je trouve que ça marche à merveille. voilà, on sent que les gens se baladent au marché, on sent qu'ils vont prier de temps en temps dans quelques temples, on sent que, chez moi en tout cas, dans ma partie, le militaire, c'est pas trop ça. Je sais pas si la ville est très sécure, mais voilà, ça raconte une petite histoire. Et un score honorable quand même, un score honorable. J'ai gagné pour une fois, mais un score honorable quand même. 104 à 102, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est très plaisant de construire sa petite ville. Oui. Et je pense qu'on a tout dit et on souhaite que Acropolis soit un futur classique dans les jeux familiaux, optimisation, poste de tuiles, parce que, il mérite d'être aux côtés des plus grands. En tout cas, c'est notre avis. Yes. On arrive à la fin de ce focus. Oui. Et donc, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Chez Jeux des cartes Bordeaux.